Merci. Voilà, merci Alessandro. Merci pour l'invitation à servir de modérateur à cette dernière séance de votre séminaire cette année. Alors, comme vous l'avez indiqué, pour ce panel, nous avons deux panélistes. Nous avons deux panélistes et chacun d'eux va s'exprimer pour un maximum de 25 minutes pour laisser un peu de temps pour la session de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je vais introduire le premier intervenant qui est le professeur Seyni Moumouni. Il est directeur de recherche en civilisation et histoire des idées islamiques. Il sert actuellement comme directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumini de Niamey au Niger. Il est membre correspondant de la sous-commission éducation et recherche de l'UNESCO, membre affilié de l'Union académique internationale et expert du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en abrégé CAMES. Il est également responsable du laboratoire scientifique Langue et civilisation arabo-musulmane, en abrégé LICA. Il est enfin auteur de plusieurs publications sur l'islam et les manuscrits anciens subsahariens. Parmi ces publications, on peut citer Histoire de Zender, les manuscrits de la vallée du fleuve Niger. Nous avons publié en 2017. Nous avons également Le temps des oulémas, les manuscrits africains comme source historique, études nigériennes, Niamey 2009. Et enfin, Vie et œuvre du cheikh Oudman Danfodio, de l'islam au soufisme, publié aux éditions L'Harmattan à Paris en 2008. Le professeur Moumouni va nous parler des enjeux sécuritaires au Sahel. Il nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir un aperçu de la situation sécuritaire au Sahel en lien avec les différents mouvements extrémistes qui s'y trouvent. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Moumouni. Professeur Moumouni, vous avez à peu près 25 minutes. Merci. D'accord. Donc, je vais essayer de partager, si possible, mon écran. Est-ce qu'il y a possibilité de partager l'écran? Hilaria, est-ce que vous pouvez permettre au professeur Moumouni de partager son écran? En lui donnant accès comme administrateur, peut-être? OK. Essayez maintenant, professeur Moumouni. D'accord. Merci. Alors, donc je voudrais remercier M. Alessandro Ferrari et Valencia Hilaria et Norbert pour l'organisation de cette webinaire. Et donc, le thème que je proposais de développer concerne les enjeux sécuritaires au Sahel. Et alors, donc, je vais vous entretenir par rapport à cette thématique en parlant dans un premier temps de l'état de lieu, la complexité des enjeux sécuritaires au Sahel, en point 2. En point 3, les groupes terroristes djihadistes. Et en point 4, les réponses militaires, civiles, politiques à l'épreuve. Et enfin, la conclusion avec des nouvelles stratégies à inventer. Alors, donc, par rapport au contexte, alors le Sahel, comme vous le savez, l'espace sahélien, c'est tout l'enjeu de ce phénomène actuellement. Alors, un peu de problème avec ça parce qu'il y a des... Je ne vois pas très bien. Voilà.
Alors, le Sahel, hein, comme vous le savez, c'est cet espace, depuis quelques années, est devenu zone de repli, hein, de groupes djihadistes. Et cette zone, comme vous le savez, hein, se situe des deux rivages, notamment de l'Atlantique à la Méditerranée. Donc, là, avant par le passé, la bande saharienne, ce vaste espace, hein, qui est considéré comme étant un océan, est appelé en arabe Sahel. Sahel qui veut dire rivage. Et donc, cet espace qui n'est pas tombé, hein, du ciel, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du Sahel. Mais c'est... Oui? We are not able to see your screen. Oui, c'est ça. Nous ne voyons pas votre écran, professeur Moumouine. Ah oui? Alors, donc, il y a un problème, alors. Vous pouvez reprendre le partage, ressortez et puis vous reprenez. D'accord. Ouais, ouais. Ça, et je reprends. Sinon, vous pouvez nous envoyer les slides par mail dans les cas et nous allons les projeter, comme vous préférez. Ah oui, ça, j'ai envoyé déjà une copie. OK. Donc, peut-être Est-ce que maintenant, c'est bon maintenant ou... Pas encore. Pas encore. Alors, peut-être on va y arriver parce que nous voyons maintenant... Vous voyez l'écran, vous voyez? Nous voyons votre écran, mais nous ne voyons pas votre présentation sous forme de diapositive. Il faut l'ouvrir, peut-être. Ouais. Alors, c'est ouvert là maintenant? Vous ouvrez avant de partager votre écran. Ah, d'accord. OK. Je sors, j'arrête là, je partage. Arrêtez. Ouvrez les diapositives avant de partager l'écran. Oui. Là, c'est ouvert. Voilà. Essayez à nouveau de partager. Alors, je partage. Ça va là? Non? Oui, oui. Là, on voit maintenant. Vous voyez le texte? Oui. Oui, c'est parfait. C'est parfait, d'accord. Par contre, moi, our interpreters ask if you can speak more near to the microphone. Okay? Vous pouvez parler un peu plus proche du micro. Certains ont du mal à vous entendre, les interprètes. OK, d'accord. Thank you. Alors, par contre, moi, là, je ne vois pas tous les textes. Il y a les images qui s'intermettent dedans. Mais bon, on va continuer comme ça. Voilà, donc, je parlerai du contexte, hein, l'espace sahélien, hein, donc qui est un espace bien défini, hein, et qui est une zone géographique qui se situe de l'Atlantique à la Méditerranée et qui est aussi une zone climatique, hein, très, très rude. Hein. Et cet espace, bon, qui est aussi, qui a une histoire, hein, parce que l'espace sahélien a abrité les grands empires, hein, de l'Afrique de l'Ouest, comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire de Shanghai. Et donc, c'est un espace qui a une histoire, un passé très, très riche. Et cet espace, bon, le Sahel, ce mot vient du mot arabe Sahel, hein, Sahel, et donc qui est aujourd'hui touché par un phénomène, le phénomène terroriste depuis quelques années. Alors, donc cet espace aussi a sa particularité d'être en grande partie une zone désertique avec de faibles pluviométries, hein, et aussi
un espace qui est, bien sûr, qui fait aussi frontière avec le Maghreb, hein, le Sahara. Et donc, ce qui fait que parfois, l'appellation, les gens préfèrent dire l'espace saharo-sahélien parce que du Sahara au Sahel, et cet espace a été aussi un espace de curiosité hein, de la part des géographes, des voyageurs arabes comme Ibn Battuta, Ibn Khaldoun, mais aussi occidentaux comme René Caillé, et Mango Part et autres. Et donc, ça a toujours été un lieu de curiosité, mais aussi de brassage culturel et linguistique. Donc, il faut aussi, c'est très important de voir aussi ce passé riche hein, de l'espace sahélien qui a abrité l'un des premiers empires, mais aussi des cités culturelles et intellectuelles comme Tombouctou, hein, Tombouctou qui a joué un rôle très, très important dans la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Et puis, à Tombouctou, nous avons aussi à Oualata, en Mauritanie, et un peu partout des anciennes cités historiques qui ont favorisé une production culturelle et intellectuelle. Alors, donc, cet espace, comme je l'ai dit, hein, était très vite convoité par des grands voyageurs et aussi par ses richesses minières, etc. On parlait des grands pèlerinages des rois comme Askia Mohamed à la Mecque et tout ce qu'il y a comme les échanges diplomatiques à l'époque. Bon, je l'ai dit, hein, une des particularités du Sahel, c'est aussi le caractère aride, hein, le caractère aride, faible pluviométrie, et donc fait que aussi cet espace-là aussi, c'est une zone aussi de tension, de désertification climatique. Alors, donc, c'est la situation géographique des pays du Sahel. Ces dernières années, les place dans une position de plaque tournante de trafic et des échanges entre les populations, mais aussi ce grand désert occupe les 2 tiers hein, de cet espace. Et c'est dans ce lieu que les groupes terroristes et les trafiquants de tout genre se sont installés depuis quelques années. Ils sont devenus maîtres de cet espace et en mettant à mal les États constitués. Et le Sahel constitue un espace clé sur l'échiquier géopolitique africain et c'est parce que aussi c'est le lieu de connexion entre les différents groupes, les groupes salafistes hein, qui sont en Libye, en Algérie, et au Soudan. Et donc, l'analyse de ces actions violentes menées par les groupes djihadistes au Sahel fait ressortir une progression inquiétante et montre qu'il constitue un vrai problème stratégique hein, et parce que au niveau de cette zone désertique qui est devenue une zone de repli tactique, mais aussi de ravitaillement en armes, en vivres, matériel logistique et de recrutement de nouveaux combattants djihadistes. Alors, on sait très bien que depuis quelques années, ces groupes terroristes ont mené des actions. Et bon, par exemple, en 2012, une bonne partie du Mali, par exemple, a été occupée par ces groupes-là. Et donc, dans les autres pays de l'espace sahélien, comme le Mali, comme le Niger, le Burkina, le Tchad, le Niger, enfin, une partie du Nigeria, et ces pays-là ont été l'objet des actions terroristes en venant de ces groupes terroristes, djihadistes qui se sont installés au Sahel. Et donc, parmi ces actions, nous avons bien sûr, il y a eu des actions contre la population, mais aussi beaucoup d'actions contre les forces de défense, les représentants de l'État, les expatriés. Il y a eu beaucoup de prises d'otages, les prises d'otages notamment parmi les Occidentaux, etc. Et il y a eu beaucoup d'attentats aussi contre les lieux de culte, les marchés, les bars, les hôtels, etc. Par exemple, à Bamako, le 20 novembre 2015, à Ouaga,
le 15 janvier 2016, etc., etc. Et donc, à ce danger que représentent les attaques violentes menées par ces groupes djihadistes, s'ajoutent les risques de déstabilisation des États et surtout aussi la contagion du phénomène dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, dans l'espace sahélien a connu, bien sûr, bien avant, plusieurs crises et conflits armés, hein, notamment ces crises. Parmi ces crises, nous avons, par exemple, des crises naturelles. Il y a eu, bien avant, bien sûr, cet espace a connu des famines, des crises naturelles qui ont fragilisé les États. Par exemple, les famines dans les années 80, il y a eu également les crises liées aux problèmes des frontières, hein, bien sûr, les indépendances, les tracés de frontières. Il y a eu beaucoup de crises liées aux problèmes des frontières. Il y a eu des crises identitaires, des crises sociales et sanitaires. Et on parlait bien sûr, de paludisme, rougeole, Ebola, etc., etc. Les crises économiques. Donc, c'est des pays à faible apport économique, des crises politiques, beaucoup d'instabilité politique dans ces pays qui constituent le Sahel. Il y a eu ce phénomène de crise sécuritaire. Donc, à toutes ces crises naturelles liées aux frontières identitaires, sociales et économiques, vient s'ajouter ces crises sécuritaires qui est le terrorisme. Alors, de quoi parlons-nous? On parle des enjeux sécuritaires au Sahel. Et donc, des territoires où l'autorité de l'État s'exerce mal, où ne se fait plus sentir. Donc, où, dans cet espace où l'administration, notamment préfet, sous-préfet, juge, policier, douanier, est absente. Donc, absence de l'administration ou peu représenter. Il faut, dans cet espace, et aussi, justement, cet espace, par l'absence de l'administration, bascule sous le contrôle des groupes armés non étatiques, des autorités illégales. Parce que, là, pour résumer, l'absence de l'État dans ces zones reculées du Sahel fait que ces zones sont occupées par des groupes des autorités illégales, notamment des groupes armés non étatiques. Ce qu'on appelle dans les jargons universitaires des zones grises. Donc, les zones grises, dans ces zones grises, l'État recule dans ses pouvoirs et dans ses moyens et dans son territoire. Une zone grise, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est quand, bien sûr, l'État perd le contrôle, l'État n'arrive plus à assurer ses prérogatives. Voilà, donc c'est une zone grise, c'est bien sûr une zone difficile d'accès, hein, car le pays, c'est également une zone inhospitalière qui est occupée par des groupes armés. Et en Afrique, comme vous le savez, nous avons, bien sûr, mis à part le Sahel, plusieurs endroits, des zones grises comme en Somalie, par exemple, en Libye. Nous avons Centrafrique, etc., etc. Et puis là, au Sahel, tous les pays comme les 5 pays du Sahel, là, le groupe du G5 Sahel, sont vraiment des zones qui représentent ces zones grises. Donc, c'est des endroits abandonnés, négligés, etc. Des zones non-droit, contrôlées par les autorités illégales, et puis qui s'emparent des richesses, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'exploitation de l'or, et dans ces zones occupées par ces groupes armés. Et où il y a aussi beaucoup de trafics d'armes, des trafics de stupéfiants, des trafics de personnes, des migrants, etc. Et il y a également cette idée de conduire une croisade religieuse à travers le djihad. Et on pratique aussi également l'enlèvement, les prises d'otages
parce que les prises d'otages aussi, c'est une source de revenus pour ces groupes-là. Donc l'incapacité et l'impuissance de l'État central à établir l'ordre. Donc, c'est des zones qui échappent au contrôle de l'État. Et pour revenir au pays du Sahel, nous avons vu depuis de 2012 à 2019 l'évolution de la situation sécuritaire du Mali, de l'autre côté de la Tchad avec le Boko Haram. Année après année, la situation sécuritaire s'est dégradée dans cet espace-là. Et donc, cela montre, surtout quand on arrive à 2019, ce qu'on appelle aujourd'hui la zone des trois frontières. La zone des trois frontières à ce niveau-là, donc c'est devenu aujourd'hui une zone très, très instable qui échappe au contrôle des États. Alors, la complexité des enjeux sécuritaires au Sahel, les enjeux sont liés à plusieurs situations et contextes, notamment les connexions sécuritaires terroristes, les pratiques, la profilation des armes illicites, etc., les ressources minières, énergétiques, les migrants, etc. Et il y a bien sûr, comme je l'ai dit au départ, tous ces enjeux-là liés à la stratégie de lutte antiterroriste, l'enjeu lié à la gestion des crises, l'enjeu lié aux mauvaises pratiques, l'enjeu lié à la prolifération des armes illicites, l'enjeu lié aux ressources minières, l'enjeu lié aux migrations internationales, l'enjeu lié au financement du terrorisme et l'enjeu lié au traitement de l'information. Notamment les fake news, les rumeurs, etc. Alors, connaître pour mieux combattre. Alors, ce phénomène, dans l'analyse de cette insécurité, nous avons eu dans la littérature spécialisée deux tendances. Les tendances, par exemple, la thèse soutenue par Gilles Kebel, qui pense que ce phénomène est né du processus de la radicalisation de l'islam. Et donc, le processus de la radicalisation de l'islam. De l'autre côté, Olivier Roy a développé une thèse. Dans sa thèse, il pensait que ce phénomène est plutôt lié au processus de l'islamisation de la radicalité. Donc, pour Olivier Roy, c'est la radicalité qui se islamise. Et pour Gilles Kebel, c'est plutôt la radicalisation de l'islam. Et alors, quand on regarde le phénomène au niveau des États du Sahel, et on s'aperçoit que, franchement, on a les deux hypothèses, les deux thèses. Parce que quand on regarde le pays du Sahel des années 90 à maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un processus de radicalisation de l'islam. Parce que le wahhabisme, ce qu'on appelle les Izala, tous ces groupes-là se sont développés au fil des années. Et donc, il y a eu une certaine radicalisation de l'islam dans ces sociétés-là. En même temps aussi, quand on regarde le phénomène aujourd'hui, on s'aperçoit que, bien sûr, la question de l'islamisation de la radicalité, on le voit très souvent en Occident, parce que c'est les milieux radicaux qui s'approprient de l'islam et commettent des actions violentes. Et ce phénomène, on le voit aussi au Sahel, parce que les groupes comment dirais-je, les trafiquants, les bandits armés utilisent l'islam pour commettre des actions. Et aussi, aujourd'hui, dans le Sahel, c'est vraiment la connexion des groupes islamistes avec les groupes, les bandits armés qui aggrave la situation sécuritaire. Il y a une connexion entre les deux groupes au niveau du Sahel. Et donc, on peut dire qu'il y a un certain processus de l'islamisation de la radicalité. De la même manière, en termes de revendications identitaires, on a vu en 2012, il y a bien sûr, il y a eu un mouvement de revendication identitaire, de création d'un État azawad,
MNLA, donc ces mouvements aussi, à un certain moment aussi, utilisent aussi l'islam pour arriver à leur fin. Voilà, donc il y a les deux hypothèses, les deux thèses. 5 minutes, professeur Moumouni. En Afrique. D'accord, je vais aller très, très vite. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le terrorisme? J'en passe, parce que comment devient-on le collègue qui va parler des jeunes, il va en parler. Et donc, la question de la radicalisation aussi, certainement, il va en parler. Donc, c'est concernant la jeunesse, et le processus, les degrés de la radicalisation. Alors, dans une enquête que nous avons organisée, nous avons trouvé que parmi les profils types de les membres de ces groupes-là, nous avons moins de... C'est une enquête organisée dans les prisons, 25% moins de 18 ans. Hein, donc, des mineurs, 98%. Mais aussi, il y a aussi des femmes, 8%, et des majeurs, 46%. Donc, alors, nous avons bien sûr, parmi ces groupes, l'État islamique, AQMI, individus radicalisés, une idéologie salafiste, hein, etc. Le djihad global avec les réseaux transnationaux, le takfir, l'idéologie, parce que ces groupes djihadistes, en partie, s'appuient sur une idéologie, hein, avec bien sûr le takfir, le bid'a, l'innovation, le shirk, etc. Alors, ces groupes, comme vous le savez, hein, nous avons bien sûr au départ AQMI, hein, AQMI qui a quitté du sud algérien pour s'installer au Mali. Et après, une fois au Mali, il y a eu beaucoup de ramifications, beaucoup de création d'autres groupes. Et bon, nous n'allons pas les citer, donc, notamment avec Belmokhtar, hein, Al-Mourabitoun, Abou Zaid, etc. Et nous avons également en Sardine, dirigé par Iyad Agali, hein, qui a été créé en 2012. Également, d'autres, Al-Mourabitoun, des fusions, souvent ces groupes-là se fusionnent il y a en même temps aussi des scissions, etc. Et donc, Belmokhtar également, pardon. Et nous avons également Boko Haram, et en 2002 par Mohamed Youssouf, et dirigé par Abou Bakar Shekau, qu'on vient de nous dire qui s'est suicidé. Donc, on attend de voir. Alors, et également, l'État islamique du Grand Sahara, EIGS, qui anciennement opère au Sahel. Hein, ce groupe créé par Abu Walid al-Sahraoui et qui commettent beaucoup d'actions terroristes dans la zone dite des trois frontières. Alors, donc, ce terrorisme, le culte du martyrisme utilise, et puis aussi ce qui a été beaucoup développé, la guerre asymétrique, hein, donc, dans lesquelles les populations sont vraiment des victimes, qui a créé beaucoup de réfugiés, donc des déplacements des populations un peu partout. Et la pauvreté, hein, ça a aggravé la pauvreté des populations et des crises, ça a créé des crises humanitaires, des crises alimentaires, etc. Un peu partout. Que faire? Alors, que faire? Les États se sont constitués. Que faisons-nous pour répondre aux phénomènes terroristes? Alors, ces États ont créé ce qu'on appelle le G5 Sahel pour faire face à ce phénomène, avec bien sûr des opérations également des forces multinationales, avec des aides des forces étrangères, hein, Barkhane, etc. Donc, Yaoundé, Tchad, Niger, etc. Donc, les États du G5 Sahel, créés en 2015, les interventions internationales, etc., pour faire face à ce phénomène, n'est-ce pas, les trois frontières, hein,
conclusion. Alors, parce que le temps, j'imagine, comment pourrions-nous mieux faire? De nouvelles stratégies à inventer, que nous reste-t-il à faire ici et maintenant? Face à cette, voilà, la nouvelle configuration hein, des chefs d'État hein, qui, et depuis quelques semaines, de, de cet espace, et bien sûr avec le président Macron, qui est aussi le pays qui est le plus impliqué dans cette situation au Sahel. Alors, je vous remercie hein, de votre attention et puis je répondrai à vos questions et contributions. Merci. Merci, professeur Moumouni. Merci vraiment. Je sais que bon, vous avez dû aller un peu vite là sur la fin à cause des limites du temps, mais nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de revenir sur certains des points que vous avez évoqués dans la session de questions-réponses. Et les étudiants auront certainement l'opportunité de voir aussi vos diapositives pour approfondir certaines des choses que vous avez dites. Donc, un très grand merci vraiment pour cette présentation. Merci, merci. Alors, notre second intervenant, c'est M. Abbas Abakar Abbas. Il est enseignant-chercheur en communication à l'Université de N'Djamena. Son domaine de recherche porte sur les stratégies de communication en prévention de l'extrémisme violent et religieux. Il s'attarde surtout sur le cas spécifique de l'islam dans les pays autour du lac Tchad et du Sahel. M. Abbas, en plus d'être enseignant-chercheur, est journaliste et reporter, le directeur de publication de La Nation, un journal en ligne en création, et il enseigne la communication à l'université Roi Faisal du Tchad. Il enseigne le marketing aux universités Emi Koussi et HEC Tchad. Enseigne également, comme on l'a dit plus haut, la communication à l'université de N'Djamena, Voilà, entre autres attributs, n'est-ce pas, et fonctions de monsieur Abbas. Son intervention aujourd'hui portera sur les jeunes face à l'extrémisme islamiste dans les pays du bassin du lac Tchad et au Sahel. Les stratégies de communication qui sont déployées en lien avec la radicalisation des jeunes. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Abbas. Vous avez la parole. Merci. Merci. C'est bon, les micros? Merci beaucoup et je remercie tous les organisateurs pour ce webinaire qui nous permet vraiment, qui nous donne une occasion pour cette activité universitaire. Les questions ou les sujets liés à la thématique ou aux thématiques d'une manière générale annoncées sont vraiment d'actualité parce que qui parle aujourd'hui du Sahel ou alors de la région du bassin du lac Tchad, les pays du lac Tchad, ça attire vraiment l'attention des uns et des autres. Comme vous venez de le dire, j'ai proposé un thème qui parle des jeunes face à l'extrémisme violent dans les pays autour du lac Tchad et du Sahel. Alors, mon intervention s'articule sur d'abord un petit plan de travail qui va faire une petite introduction. Après, je me suis un peu attardé pour définir un peu l'extrémisme violent. Aussi, je parlais de la mauvaise interprétation du Saint-Coran, livre saint de l'islam, et aussi les facteurs, les différents facteurs qui vont avec l'extrémisme violent. Aussi, l'intégration régionale, parce que la région ou la sous-région se mettent ensemble pour faire face à ces phénomènes. Il y a également comment communiquer pour prévenir l'extrémisme violent à travers les médias. Aussi, la cartographie, en fait, de cet extrémisme violent-là. Les acteurs de la violence ou de l'extrémisme violent. Et ensuite, les implications structurelles, les leçons à retenir ou des recommandations, une petite conclusion. Alors, ce thème alléchant de l'actualité, comme je viens de le dire, loin des stigmatisations ou alors des censures ou même des apologies,
permettez-nous d'utiliser certaines expressions pour, en fait, faire parvenir ce qu'on a à dire. Dans l'introduction, je m'en vais tout de suite dire que la zone sahélienne qui s'étend en fait de la fin, je ne sais pas, du Sénégal jusqu'au Soudan, cette zone considérée comme tampon entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne, regorge aujourd'hui toute la problématique de ces phénomènes. Pourquoi? Parce qu'il y a ces groupes extrémistes qui sévissent ou qui sévissent dans cette région. Nous avons parlé d'Akmi, de Moudjao, d'Ansartine, et s'ajoute à cela depuis 2002, sa création, mais c'était actif depuis 2009, l'organisation Boko Haram qui touche beaucoup plus la région du bassin du lac Tchad. Les jeunes, alors, parce que dans la thématique, les jeunes face à cette recrudescence ou à cette situation, c'est pourquoi? Parce que ces pays, particulièrement les pays du bassin du lac Tchad et du Sahel, selon des sondages, par exemple, des IDK-ART de la Banque mondiale aujourd'hui, les jeunes africains tentent l'aventure européenne. À travers, en fait, l'immigration clandestine en se jetant à la mort certaine dans des océans ou sur des océans pour chercher une vie meilleure en Europe. Ces phénomènes, pourquoi? Parce que il y a un sentiment de dire que la vie ici n'est pas une meilleure qu'on le veut. Il y a aussi le sentiment d'exclusion quelque part, le sentiment de se sentir un peu pas dans son bain. Tout ça, ça amplifie les phénomènes. L'assèchement du lac Tchad, parce que le lac Tchad, vous le savez, dans les années 1960, c'était une étendue très grande étendue, mais aujourd'hui, on se retrouve en 50 ans carrément nul, ou bien ça tend vers l'assèchement total. Et ce qui fait également un problème par rapport à cette situation. Bien. Dans cette partie d'introduction également, nous avons dit que la haine est bâtie contre d'abord les non-musulmans qui sont dans cette partie du monde ou alors ailleurs que ces parties-là. L'application, la rhétorique djihadiste ou la guerre sainte, al-djihad, comme on dit en arabe, contre les mécréants, la liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire, on parle de beaucoup dans ces domaines et puis il y en a pas mal à retenir. Et ça s'épuise également sur le Coran, la Sunna et la biographie du prophète. C'est-à-dire, les extrémistes ou alors les terroristes là se donnent en fait dans certaines explications, ils se donnent pour un peu déformer tout ce qui a déformé pour défendre leurs idées. Et ça fait vraiment tous les problèmes. Ce qui nous a allé faire la présentation. Pour la présentation, les pays autour du lac Tchad sont d'abord le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Tandis que le Sahel regorge le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et aussi encore le Tchad. Donc, deux pays qui se retrouvent en même temps, les pays du Sahel et aussi les pays du lac Tchad ou les pays du bassin du lac Tchad. Qui d'ailleurs, peut-être en suivant l'actualité, hier à Abuja, au Nigeria, la commission qui pilote cette organisation du bassin du lac Tchad a tenu un sommet de chefs d'État hier 25. C'est pour dire qu'il y a plusieurs organisations qui gèrent cet espace. Il y a aussi le G5 Sahel. Mon précédent a aussi évoqué. Le G5 Sahel, c'est un groupe de pays qui se retrouvent pour faire face non seulement à la situation au Sahel, mais aussi à cette situation de Boko Haram qui frappe la région du lac Tchad, parce que dans la région du lac Tchad, il y a ces phénomènes. Donc, avec cette opération, à travers l'opération Barkhane, une opération militaire qui déploie une force armée française, logistique américaine ou alors soutien multiforme de l'Union européenne.
Pour aller un peu dans le fond, nous avons aussi donné des définitions. Et ces définitions-là, et aujourd'hui, on capte et on dit que la définition, il n'y a pas une définition pour le terrorisme. Le terrorisme, c'est défini. C'est défini sur l'extrémisme, sur le radicalisme, sur la violence et aussi sur le terrorisme, en fait, ou le fanatisme. Alors, ces mots cooptés et dans les différents dictionnaires expliquant, ça donne vraiment une forme de définition à ces phénomènes-là. Le terme extrémisme violent, l'extrémisme violent consiste donc à encourager, à accomplir des actes pouvant ramener au terrorisme pour défendre une idéologie ou bien une action. C'est en fait les recours à la violence des adeptes des idéologies radicales ou alors l'extrémisme violent fait un parcours graduel, très personnel, guidé sur des choix subjectifs pour les concernés. Un autre phénomène, nous avons évoqué dans la partie du plan du travail, l'interprétation du Coran. Je viens tout à l'heure de dire que ces groupes extrémistes, ces groupes ont utilisé les jeunes. Et pourquoi on dit les jeunes face à l'extrémisme? Parce qu'il y a ces phénomènes d'extrémisme est là, le phénomène qui fait que les jeunes sont un groupe facilement récupérable parce que ça joue sur la pauvreté, ça joue sur certaines exclusions et autres. Donc, ces mauvaises interprétations du Coran ou alors des textes de l'islam ont vraiment laissé une piste, dire que vraiment nous sommes en train d'appliquer la vraie religion, et en appliquant la vraie religion, on n'accepte pas les non-musulmans, on n'accepte pas les musulmans qui ne suivent pas nos chemins. Et ça, c'est la rhétorique utilisée beaucoup plus par Boko Haram et par ces groupes dissidents qui sont aujourd'hui affiliés à l'État islamique, comme vous le savez, dans le Sahel et autres. Alors, la structure familiale constitue également un problème parce qu'au niveau des groupes, on trouve que vraiment, c'est une cause religieuse que les gens sont en train de défendre et que ces parents, parfois, sans se rendre, ils peuvent donner main forte à ces phénomènes de l'extrémisme. Donc, ça nous amène à des facteurs, je veux dire, les facteurs de l'extrémisme violent. Et parmi ces facteurs, il y a les principaux éléments de ces facteurs sont des côtés d'agressivité, impulsivité, il y a la sensibilité, l'injustice ou les besoins de reconnaissance. Un autre groupe de facteurs relie également l'appartenance, ça veut dire les besoins de se sentir ou bien d'avoir une appartenance d'un individu ou en se situant également à une situation d'inconfort moral ou de malaise existentiel. Les défis de la prévention de l'extrême violence est important parce que tout le monde en parle et ça fait actualité, comme je viens de le dire plusieurs fois. Et cela fait que dans nos pays, autour du lac Tchad et du Sahel d'une manière générale, les défis sont multiples. La croissance démographique rapide qui a pour conséquence l'augmentation de la population et surtout jeune dans la population totale pour corréler le chômage des jeunes, etc. La problématique également de la transformation de ces jeunes en dividendes démographiques positifs qui posent problème, capables de se rendre actifs et autonomes pour ne pas vraiment et que ce soit au titre individuel. Il y a aussi la faiblesse de l'autonomisation des femmes. Vous savez qu'également les femmes jouent un rôle très important dans le côté djihadiste de Boko Haram, par exemple. Il y a l'opération Kamikaze qui sont posées par des femmes et que, pour la petite anecdote, disent qu'elles vont attendre sagement ou bien rapidement leur mari dans les paradis. Cela relève également de ce qu'on appelle des lavages de cerveau ou alors de l'embrigadement dans ces domaines. Il y a également la montée de l'extrémisme violent. Et ça augmente, ça veut dire que ça s'ajoute aussi. La nécessité de gouverner des sociétés d'une manière un peu diverse et multiculturelle. Et là, cela va nous amener à l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est-à-dire que ces pays se mettent ensemble parce que c'est un ennemi qui ne peut pas être combattu d'une manière claire comme ça, parce que ce n'est pas
la guerre traditionnelle qu'on connaît, mais c'est une façon de se mettre derrière quelque chose et combattre l'autre ou alors mettre la terreur sur l'autre. C'est pour ça la faiblesse de cette intégration régionale qui pose un problème malgré l'intervention des uns et des autres dans ce domaine. Il y a également les taux. Nous avons parlé dans l'intégration régionale ou autre là, nous avons parlé des taux de fertilité qui s'augmentent et qui se disent dans des indices publiés, par exemple pour le PNUD, qui publie que pour la Mauritanie, 4,7%, pour le Tchad, 6,3%, pour le Niger, 7,3%. Alors ces pays-là sont les plus touchés avec le Nigeria par les phénomènes, surtout des Boko Haram et aussi des autres groupes djihadistes. Alors, il y a également un autre point très important, on dit communiquer mieux pour, en fait, stopper ou alors juguler le phénomène de l'extrémisme violent. C'est-à-dire la communication doit être un rempart pour mettre fin ou bien pour stopper, en fait, ces phénomènes. Dans un paysage médiatique et informationnel marqué par un flux ininterrompu d'informations diffusées par les médias traditionnels, je veux dire la radiodiffusion ou la télévision ou la presse écrite, et des médias électroniques en ligne, la communication stratégique devient un puissant instrument, surtout dans ces domaines, et l'accent est mis beaucoup plus sur la radio, parce que la radio, c'est un outil de proximité qui sensibilise plus de jeunes, qui oriente plus la population, qui peut aussi être un outil pour désinformer, en fait, tout ce qui se dit dans le domaine de l'extrémisme. L'influence des grands médias internationaux à cet égard, lourde de conséquences, mais il fut souligné, il existe aussi des exemples de médias des régions qui font également un grand rôle pour éveiller, informer, éduquer, inspirer la population de ce qui se passe. Je vais citer par exemple ici l'organisation internationale Equal Access en Afrique centrale, notamment au Tchad, avec un programme paix à travers le développement qui concourt très positivement à consolider ou à conscientiser la population dans une communication de proximité et aussi par l'entremise des productions, des émissions radio et également des émissions interactives, toujours de ces radios-là. Les causes concrètes de la violence ou de la violence extrémiste, plusieurs raisons peuvent amener des individus, des jeunes surtout en particulier, à rejoindre les groupes terroristes. Les éléments essentiels déclencheurs s'articulent autour de 5 principaux éléments qui sont des raisons psychologiques, des raisons éducatives, des raisons idéologiques, des raisons sociologiques et aussi des raisons politiques. Alors, pour toutes ces raisons, par exemple psychologiques, l'espoir de pouvoir changer les chaos, les choses d'une manière chaotique, qui est jugée d'une manière chaotique, l'appartenance à un groupe valorisant l'enthousiasme, la peur et la représaille, et également les représailles, et également des raisons éducatives, analphabétisme, on peut citer pour ça. Il y a aussi des raisons idéologiques, attractivité par des discours inattendus, de l'ignorance, d'instruction religieuse, radicalisme religieux, etc., etc. Et aussi des raisons socio-économiques, désir d'enrichissement personnel et autres. Il y a également les jeunes face aux effets de l'extrémisme violent. Et c'est ça même le nez du problème, parce que qui dit l'extrémisme violent, ils sont toujours utilisés dans cette partie du monde et bien d'ailleurs ailleurs. Toujours, ils ont utilisé l'accord de jeunes pour faire passer leur message ou faire vraiment ancrer leur idéologie. Alors, les éléments nourrissants sont le lavage du cerveau, je viens de le dire tout à l'heure, en parlant des femmes qui attendent leur mari dans les paradis, etc. Des mensonges qui sont cooptés sur des textes religieux, l'implication constante des jeunes auteurs de violences, tout ça, ce sont des pistes. Il y a également, pour tout ça, il y a des pistes de solutions à envisager, améliorer les moyens de substance des jeunes à risque,
des mesures de contrôle à la croissance de la population, parce que la pauvreté joue un rôle très important. Qui dit pauvreté dit également la croissance de la population. Qui dit pauvreté dit également le chômage. Qui dit pauvreté dit également l'ignorance. Renforcer également les capacités et améliorer les niveaux de confiance. Et puis, les gens doivent se faire confiance. Il y a également un autre point, renforcer les capacités des forces de police, ça veut dire des forces de défense et de sécurité. Je veux dire, nous avons cité tout à l'heure des forces communautaires. Je vais citer des groupes d'autodéfense qui étaient très actifs. L'exemple a été donné à Maïdougouri, fief de Boko Haram dans le nord du Nigeria, où les groupes communautaires autodéfense ont joué vraiment un rôle important pour stopper, parce qu'ils savent très bien qui est extrémiste et qui va leur poser problème. Alors, les acteurs de cette violence, pour le groupe armé, par exemple, de Boko Haram, qui sont des principaux, et leurs principaux, hein, il y a des groupes dissidents, parce que Boko Haram, depuis la mort de Youssouf, quelques temps après, c'est scindé en deux. Il y a un groupe qui est resté avec l'aile traditionnelle dirigée par Chakao, qui a annoncé récemment suicidaire et autres. Il y a beaucoup de réserves pour ça, parce qu'il a été annoncé plusieurs fois mort, mais il survit toujours ou renaît de ses cendres, je ne sais pas. Et il y a aussi l'autre qui est représenté par l'aile d'Al-Barnawi, qui fait allégeance au groupe État islamique de Baghdadi, qui est vraiment actif et qui sont dans des scènes. D'ailleurs, le suicide annoncé a été annoncé sur le fond des affrontements entre les deux groupes dissidents. Il y a également un autre phénomène que le Tchad a pu jouer, je ne sais pas, des lois antiterroristes. C'est un élan aussi qui va appuyer cela, le Cameroun également a fait cela, pour un peu stopper, je ne sais pas, l'apologie et autres. Le Tchad a même appliqué en 2015, en exécutant un groupe d'éléments de Boko Haram, et même si cette loi, les opposants sont un peu dubitatifs, parce qu'il y a également quoi à dire sur ces phénomènes. Donc, nous avons échelonné sur le plan national, ça s'est fait, ça s'est à faire, par exemple, le groupe autodéfense, ou alors renforcer la sécurité. Et sur le plan international également, la stratégie régionale de la stabilisation pour la région du bassin du lac Tchad et du Sahel, actuellement en cours de 5 minutes, Monsieur Abbas. 5 minutes. Le temps passe très vite là. Les pays membres de cette géosurvolée, donc il y a également l'implication politique. Et sur l'implication politique, il y a l'urgence de voir, par exemple, des solutions axées, l'approche préventive, etc., qui va donner gain de cause à ce qu'on fait. Pour des raisons à retenir, parce que je vais survoler, le temps nous prend à la gorge, la prévention de l'extrémisme violent, c'est très important, n'est pas un choix d'option. C'est quelque chose de très important à mettre sur la prévention. Aborder également sans tabou la question de l'extrémisme violent. Il y a également la percée des causes de l'extrémisme, souligner également l'importance des recherches pour avoir plus encore de prévention, la nécessité de jouer collectif pour gagner en équipe. C'est important également, c'est tiré quelque part d'un rapport stipulé dans une grande réunion du bassin du lac Tchad, qui a également proposé cela. Pour des recommandations, il y a des approches, comprendre qu'est-ce qui est la réalité de l'extrémisme violent dans ces pays autour du lac Tchad et du Sahel. Agir, ça c'est très important, structurer. Quand on dit agir, structurer, résoudre toutes les questions liées. Voilà un peu des recommandations à faire. Et pour une petite conclusion, je vais dire, en somme, les initiatives de prévention de l'extrémisme violent mènent aux axes sur les jeunes dans la région du bassin du lac Tchad et du Sahel, et se sont développés également de façon exponentielle ces dernières années. Il y a également la crise des relations entre des sociétés où
ces crises intercommunautaires et autres, il faut vraiment que cela s'ajoute. Et aussi pour se dire que l'intervention, par exemple, de G5 Sahel dans l'intervention de l'opération Barkhane et autres, soutenue par une opération militaire française, logistique américaine ou alors multiforme européenne, alors cette opération doit perdurer pour finir avec ces phénomènes qui gangrènent la région et qui mènent la pauvreté à une région qui était déjà pauvre. On dit la région Sahel, c'est égal ou synonyme de la purée même. Ce n'est pas de la pauvreté. Et je vous remercie beaucoup. Je m'excuse également parce que je n'ai pas étayé mon intervention par des cartes et autres. Donc, peut-être qu'on va se rattraper pour ça une autre fois. Je remercie tout le monde et je suis à votre disposition. Un très grand merci, Monsieur Abbas, vraiment pour cette riche et belle présentation. Et à tous les deux, à vous et au professeur Seni Moumini, pour la qualité vraiment de votre propos. J'en veux pour preuve la longue liste de questions que nous avons dans le chat, n'est-ce pas? C'est signe que ce que vous avez tous les deux partagé a suscité beaucoup d'intérêt auprès des étudiants qui nous suivent. Alors, étant donné le nombre de questions, sans plus tarder, pour le temps, les 25-26 minutes qui nous restent, nous allons donner la parole, donner la voix, n'est-ce pas, aux questions des étudiants. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par 2 questions pour le professeur Moumini, 2 questions pour M. Abbas et une question qui est commune à vos 2 communications. Alors, j'ai relevé quelques-unes des questions qui sont posées dans le chat. Je vais commencer par 2 questions pour le professeur Moumini. Okay. Alors, une question posée par Nicole. Vous pouvez noter, professeur Moumini. Là, ensuite, je poserai les questions de M. Abbas et puis je vous donnerai la parole tous les deux. D'accord. Donc, votre première question, elle est posée par Nicole qui demande, professeur Moumini, peut-on parler du Sahel comme d'un espace au-delà de la loi mise entre guillemets? Ça, c'est une première question pour vous. Donc, étant donné tout ce que vous avez présenté, est-ce qu'on peut parler du Sahel comme un espace au-delà de la loi? Comme un espace. Oui. Voilà. Et maintenant, une deuxième question qui est posée par Mélania. En quoi est-ce qu'on peut dire que les jeunes adultes sont plus faciles à radicaliser? En quoi est-ce qu'on peut dire que les jeunes adultes sont plus faciles à radicaliser? Les jeunes adultes sont plus faciles à radicaliser. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Okay, Professor, maybe we have some problems with Norbert connection. Okay. So you can answer if you want. Okay, thank you. Okay, thank you. Voilà. Okay. J'avais été coupé là. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, donc, la question qui vous est commune, peut-on dire que l'absence d'une sorte d'organe central dans le monde islamique qui s'occupe de l'interprétation correcte des textes sacrés laisse place aux extrémistes pour affirmer leur version? Donc, l'absence d'un organe central, d'un pouvoir central au sein de l'islam, est-ce que ça favorise l'émergence de ces mouvements extrémistes? Donc, c'est une question qui vous sera commune. Okay. On a 2 questions pour M. Abbas. Alors, M. Abbas, il y a une question, elle est la suivante, posée par Valeria Gianetto, qui dit que vous avez dit que la raison la plus importante pour la radicalisation, c'est la pauvreté. Mais a-t-elle aussi un rôle, est-ce qu'on peut voir, je pense comprendre qu'elle dit, est-ce qu'on peut voir là-dedans aussi un rôle par rapport à l'éducation des parents, Et ensuite, M. Myria Bruno, ou madame, excusez-moi. Donc, pour M. Abbas, toujours, existe-t-il des organes de contrôle des réseaux sociaux qui peuvent bloquer ces tentatives d'influencer les jeunes? Et quel conflit pourrait surgir avec l'obligation de non-censure des réseaux sociaux? Alors, la question commune, c'est la même, la 3e question que j'ai posée au professeur Moumini.
Voilà, je vous donne la parole. On peut dire en quelques minutes si le professeur Seyni Moumini peut donner sa contribution et ensuite M. Abbas. Là, on pourra prendre d'autres questions. Il y a une longue liste de questions posées par les étudiants. OK. Alors, donc, par rapport à la première question, la question de Nicole, peut-on parler du Sahel comme un espace au-delà de la... Non. Bon, malgré tout ce qui se passe, le Sahel est constitué, il y a des États qui constituent cet espace. Il y a des États qui sont là et qui essayent de faire face à ce phénomène. Pour le moment, l'insécurité, ce phénomène n'est pas arrivé à mettre à mal. Bon, bien sûr, on a eu le cas du Mali, etc. Mais la loi, c'est des États où quand même il y a des États de droit, il y a la loi qui est là, il y a des constitutions, des alternances politiques, bon, si bien qu'il y a des problèmes, des crises politiques, mais ce n'est pas au-delà de la loi. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ces autres États, il y a des zones qui contrôlent, qui échappent au contrôle de ces États-là, des zones grises. Et ça, on le trouve partout. Ce n'est pas spécifique au Sahel. Même en Europe, il y a des banlieues qui échappent au contrôle de l'État. Donc, il y a des zones grises. C'est des zones qu'on trouve un peu partout et des zones de non-droit. Voilà. Mais ce n'est pas tous les pays, tout le Sahel qui est une zone de non-droit. Donc, il y a des frontières, il y a des États. Alors, la deuxième question, encore, on peut dire que les jeunes sont plus faciles bon, la jeunesse, oui, parce que d'abord, pour les groupes terroristes, ils cherchent des jeunes. Ils cherchent des jeunes parce que les conditions, être dans ces groupes terroristes, il faut avoir la capacité physique et une bonne capacité physique. Et donc, c'est des jeunes qu'ils ont besoin et parce que aussi, de l'autre côté, sur le plan économique, il faut aussi dire que les jeunes cherchent aussi, notamment les jeunes des radicaux, la radicalisation, l'extrémisme, ça touche toutes les couches sociales, des femmes, des jeunes, etc. Mais c'est principalement les jeunes. Et dans ce milieu de groupes terroristes, l'espérance de vie, ça ne dépasse pas 40-45 ans, parce que les conditions de vie sont rudes. Il faut être apte physiquement. Ce qui fait qu'on voit souvent la disparition des leaders, et très souvent ces leaders disparaissent parce que aussi ils arrivent à un âge où ils ne peuvent plus mener le djihad, le combat, ils ne peuvent plus parce qu'ils se déplacent de façon constante pour ne pas être repérés et ils vivent de façon vraiment très, très rustique. Alors, pour la troisième question, alors, est-ce que l'absence d'un organe central au sein de l'islam favorise le... Non, je ne pense pas. Ce qui favorise ça, c'est l'absence de débat dans les sociétés musulmanes. Il y a l'absence de débat autour des questions importantes. Et donc, il n'y a pas de débat par rapport à ces questions-là. Il y a une sorte de tabou de parler de certains sujets et ça crée plus de problèmes. Et donc, l'absence d'un débat intellectuel ou culturel à l'intérieur des sociétés musulmanes, et bien sûr, je pense que c'est ça qui favorise ça, parce que l'absence de ces débats intellectuels est bien sûr est remplacée par les débats des idéologies extrémistes. Donc, les idéologies, ces groupes extrémistes occupent l'espace public, occupent le débat, et puis il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de débat intellectuel et autour des grands enjeux qui concernent l'islam. Voilà ce que je pense par rapport à ça. Merci. Un grand merci, professeur Moumini. Monsieur Abbas. Oui, merci pour les questions. La première question, est-ce que la radicalisation est due à la pauvreté? Est-ce que l'éducation des parents n'en joue pas également un rôle? C'est ça la question, n'est-ce pas? Bien. Ça sont les grandes lignes, la question, oui. Bien sûr.
La radicalisation est bien sûr la porte ou le tunnel de désespoir. La pauvreté, je veux dire. La pauvreté est le tunnel de désespoir. Et qui dit pauvre, pauvre, absolument pauvre, peut mener vers la radicalisation. C'est-à-dire c'est un chemin qui peut faire aboutir à la radicalisation parce que la personne est désespérée et le fait que la personne est désespérée, on peut également on peut le prendre dans le penchant de la radicalisation. Les parents, oui, si les parents est aussi rimé dans la pauvreté, oui, il peut aussi avoir cette forme de radicalisation. C'est-à-dire que si la pauvreté nous immerge, on peut aussi créer une forme de radicalisation pour répondre en fait un peu à la question de la pauvreté qui nous taraude. Mais les parents également ont leur rôle à jouer. Par exemple, inculquer, et en inculquant l'éducation, il faut aussi inculquer une éducation qui est truffée déjà de la radicalisation. La seconde question, existe-t-il des réseaux sociaux pour sanctionner? Oui. Le phénomène de l'Internet dans la sous-région du Sahel et de Dakar, ce n'est pas très grand. Hein. Ce n'est pas, c'est-à-dire que la connectivité à l'Internet n'est pas comme en Europe ou en Occident. Hein. Ça, il faut le connaître. C'est-à-dire les réseaux sociaux commencent à faire, c'est-à-dire leur chemin, mais ce n'est pas à un degré aussi important que l'autre pour couper non, dans certains pays, je prends l'exemple du Tchad que je maîtrise bien, il n'y a pas comment on appelle, une sanction, une censure contre les réseaux sociaux parce que c'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant qu'on commence à avoir des organes ou alors des instruments pour sanctionner en fait les réseaux sociaux également qui favorisent en fait cet embrigadement. Pour la question commune, je ne suis pas un peu d'accord avec mon grand frère et mon aîné, Moumini, parce que l'absence d'un organe de texte, non, l'islam, il faut le dire, nous sommes, moi je suis musulman, je pense que c'est aussi, parfois nous sommes en train de chercher d'autres chemins pour ne pas dire certaines choses d'une manière directe. Depuis la nuit de l'islam, c'est-à-dire depuis le début de l'islam, il n'y a pas eu un organe conciliateur qui concilie tous les musulmans. Les musulmans étaient toujours, ils ont été toujours dès le début, chacun est dans sa diversité, chacun est dans ses dires, d'où plusieurs, Mimouni sait bien de quoi je parle, d'où il y a plusieurs versions, il y a plusieurs écoles et autres, le chiisme, etc. Toutes ces divisions prouvent que vraiment, et des takfirs, parce que les gens font des takfirs entre eux, hein. C'est-à-dire un groupe dit à l'autre dit kafir, l'autre dit bida, l'autre dit shirk, l'autre dit... Alors, ces phénomènes-là, ça a toujours existé et que, par exemple, si on le compare, par exemple, à d'autres de nos congrégations, ils ont, par exemple, quelque chose qui les regroupe et qui les concilie, en fait. Mais cet organe-là a toujours manqué. Ce n'est pas seulement le débat, mais un organe qui ne gagne pas l'unanimité. Ça, il n'y en a pas. Un organe qui gagne l'unanimité de tous les musulmans, non. Il y a beaucoup de divisions toujours dans l'islam et ça favorise aussi cette façon de sectoriser un peu le dogme. Merci beaucoup, M. Abbas. Allez-y, professeur Moumene. Si vous permettez, bon, pour mon ami dit qu'il n'est pas d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que par rapport à ça, c'est que ce qui fédère hein, tous ces musulmans, c'est le livre. Hein. L'organe, c'est le livre saint, en fait. Il n'y a pas, quel que soit les groupes, il n'y a aucun groupe qui a un Coran différent de l'autre. C'est le même. Hein. Donc, le prophète, ça fédère aussi. Quand on va aux fondamentaux de la religion, il y a des éléments qui fédèrent les musulmans, et qui est le livre, le Coran, et puis aussi la figure du prophète, et les 4 écoles juridiques. Donc ça, c'est des fondamentaux qui fédèrent. Maintenant, la question, c'était de demander est-ce que c'est l'absence d'un organe central? Bon, mais moi je dirais, est-ce que quand il y aura un organe central, est-ce que ces mouvements-là vont se fédérer? Non, je ne pense pas. Parce que c'est des groupes extrémistes, avec s'appuyer sur une idéologie qui ne vont jamais obéir hein, à aucun organe central. Et pour eux, leur voie, c'est ça. Donc, c'est ça qu'ils estiment être la bonne voie, c'est le bon l'islam. Et donc, et je pense que ça, c'est plutôt
Bien sûr, il y a d'autres phénomènes qui favorisent tout ça, mais c'est une question de culture, d'éducation et de débat intellectuel. Mon cher professeur, le même Coran est traduit et expliqué par des exégèses plusieurs fois. Les mêmes prophètes, les mêmes hadiths sont expliqués à plusieurs milliers de fois. Et toutes ces explications sont différentes les unes des autres. Et ça fait aussi la division dans l'islam. Mais Voilà, merci. Voilà, je suis d'accord. C'est bon. Merci. Ça, c'est un débat intéressant, n'est-ce pas, suscité par les questions des étudiants. Nous allons en prendre davantage pour donner l'opportunité au maximum de voix de se faire entendre parmi les étudiants qui sont en ligne. Alors, je vais maintenant poser des questions qui seront ouvertes à tous les deux. Oui. Tous les deux. Et une des questions va notamment permettre au professeur Moumeni de revenir un peu sur quelques-unes des diapositives qu'il n'a pas pu montrer. Un étudiant pose la question des raisons. Si vous pouvez comme ça énumérer quelques-unes des raisons de la radicalisation des jeunes, quelques-unes de ces raisons. Je pense que M. Abbas a touché également à cela, mais un étudiant aimerait vous énumérer un peu quelques-unes de ces raisons, les raisons principales de la radicalisation. Ensuite, il y a une question liée à la place des populations indigènes, autochtones. Est-ce que ces populations font bon accueil aux extrémistes ou bien il y a une résistance culturelle qui a lieu par rapport au terrorisme? Est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est importé dans un contexte culturel comme celui de l'espace sahélien ou bien ces mouvements terroristes trouvent un ancrage culturel auprès des populations autochtones? Et la troisième question, également ouverte à tous les deux, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut dire que la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la propagation de ces mouvements, que ce soit un impact positif ou négatif? Est-ce que la pandémie de COVID-19 a eu un rôle quelconque dans la propagation de ces mouvements? Okay. Vraiment des questions intéressantes. Alors, donc, les raisons de la radicalisation. OK. C'est que souvent, dans mes recherches, hein, je signale souvent par rapport à comment devient-on musulman. Donc, un jeune, quand il est né dans une famille musulmane en Afrique subsaharienne, vous savez, pour devenir musulman, ils disent de réciter la shahada. Maintenant, dans une famille musulmane, le jeune apprend à être musulman en regardant ses parents prier, il va commencer à prier. Et après, à un certain âge adolescent, il quitte la cellule familiale. Maintenant, il va voir les voisins, il va prier avec les voisins, etc. Et donc, au sein des cellules familiales, une des raisons les plus marquantes, c'est l'absence de culture islamique, culture religieuse au sein des familles. Donc, les jeunes ne sont pas informés hein, comment dirais-je, de leur religion. Il n'y a pas d'un enseignement culturel autour de la religion. Et souvent, les jeunes, quand ils sortent de la cellule familiale, un adulte les approche dans les rues et ils vont commencer à aller prier à part, et ils vont commencer à s'habiller d'une autre manière, ils vont prendre des habitudes, c'est que l'adulte, que la famille ne connaît même pas, les demandes de faire, les jeunes vont commencer à faire ça. Ils vont commencer à ne plus vouloir aller à l'école et jusqu'à ce que maintenant, quelqu'un vienne dire à la famille que bon, je trouve du travail à votre fils, etc. etc. et l'enfant part avec ce monsieur. Il y a également l'enseignement coranique qui est jusqu'à présent dans une forme informelle. Et donc, l'enseignement coranique dans ces États n'est pas institué. Et donc, souvent, les gens qui viennent enseigner ces jeunes-là ne sont pas connus, ils n'ont pas de statut. Et ils viennent avec leur bagage idéologique. Ils éduquent les enfants à un certain âge, les enfants les suivent. S'ils disent aux enfants, venez, allez-y à tel endroit, et ils le suivent. Pour eux, c'est leur référent idéologique, c'est leur maître. Et donc, ils obéissent plus aux parents, mais ils obéissent aux maîtres. Et ça, c'est un problème de contrôle de l'éducation islamique et de l'éducation coranique d'une manière générale et dans ce pays-là, et dans ces zones.
Alors, bien sûr, il y a d'autres raisons identitaires qu'on cite, etc. Mais de façon fondamentale, c'est ces raisons-là liées, bien sûr, à l'idéologie islamique. Alors, le contexte par rapport à l'ancrage culturel, non. Bon, c'est vrai que dans tous ces pays-là touchés par ce phénomène-là sont des pays où, bon, à forte population musulmane. Mais on ne peut pas aussi dire que c'est là qui a favorisé l'installation de ces groupes-là. Bon, c'est un phénomène que je suivais depuis 2001. Et moi, très souvent, je me pose cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé de sorte que, au départ, cette partie de l'Afrique n'était pas touchée par le phénomène terroriste en 2000, 2002. On ne parlait pas du Sahel. Et pourquoi tout d'un coup, c'est devenu une zone d'installation ou d'instabilité liée à ce phénomène terroriste? Eh bien, moi, j'ai lié ça, bien sûr, à la faiblesse des États. Ce sont des États, parce qu'ils ont trouvé bien sûr des zones favorables à leur installation, d'autant plus que il s'agit de grands espaces où les États n'arrivent plus à contrôler. Et ça a favorisé plutôt, je pense, l'installation de ces groupes terroristes et bien sûr l'absence d'États, les États faillis, etc. Alors, bon, ils ne sont pas accueillis par les populations. Donc, la preuve, non, les populations ne sont pas d'accord, sont contre l'installation de ces groupes terroristes. Alors, la question commune, hein, le Covid impacte, bon, le Covid, non, je ne pense pas, non. Le Covid n'a pas, parce que, bon, on a vu, c'est un des pays qui n'ont pas été vraiment touchés par le Covid. Et puis, bon, bon, au début, lors de l'apparition du Covid, il y a eu quelques paniques. Mais après, tout de suite, les opérations contre ces groupes ont continué malgré le Covid. Bon, bien sûr, il y a eu l'absence de rassemblement, de formation et de renforcement des capacités ou opérationnelles à un certain moment. Ça a joué un peu, mais ça n'a pas joué de façon significative sur la propagation des terrorismes, la propagation du terrorisme au Sahel. Je vous remercie. Merci, professeur Moumouini. Monsieur Abbas. Oui, pour les raisons de la délégation JMP également brossé la partie dans mon intervention. Je dis il y a des raisons psychologiques qui parlent de l'espoir de pouvoir changer les choses, l'appartenance à un groupe favorisant l'enthousiasme par la peur des représailles et des vengeances et autres. Il y a également des raisons éducatives, analphabétisme, je ne sais pas, absence de valeurs de référence fortes et claires dans les contenus éducatifs enseignés. Il y a également des raisons idéologiques, et ça, c'est la plus grande raison, attractivité du discours, j'ai dit, entendu, l'ignorance, instruction religieuse un peu déformée, radicalisation religieuse et, je ne sais pas, des multiplications des tendances rigoureuses de la religion. Il y a également des raisons socio-économiques, ça aussi c'est grand, désir d'enrichissement personnel ou des puissances personnelles, dénuement des marginalisations, frustrations et autres. Et il y a également enfin des raisons politiques des faiblesses ou d'absence des pouvoirs publics dans certaines parties, alors qui ont favorisé ces éléments. Concernant la place de la population indigène face à ces phénomènes, comme a dit tout à l'heure le professeur, non, la population n'accueille pas, parce que quand on voit par exemple ce qui s'est passé dans le nord Mali avec l'implantation des groupes djihadistes, ils ont tout de suite, je ne sais pas, cassé certains éléments, ils ont démoli certaines choses, ils ont fouetté, ils ont sectionné des mains, même si ces éléments sont dans
dans les textes islamiques, ils ont un peu déformé d'une manière explicative. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun interprète de sa façon et il voit de ces phénomènes. Donc, la population locale a du mal à s'en prendre parce que ces phénomènes ont d'abord touché. Si vous voyez dans le cadre de Boko Haram, toute une région, par exemple, dans la région de Bornou, à Maïdougouri, ils ont commis des exactions contre cette population. Donc, cette population ne peut pas être d'accord avec ou bien ne peut pas accueillir cela, même si nos populations sont communautaires et que quelque chose qui arrive dans la communauté, c'est accepté de tous. Covid-19, non, Covid-19, je suis aussi d'avis avec le professeur. Covid-19 n'a pas tellement joué. Par exemple, quand on prend le cas de Tchad, en ce moment, nous n'avons que 16 personnes sous traitement. Donc, on ne peut pas parler dans ces régions-là et que les gens ont toujours dit que la chaleur et autres n'ont pas lieu. Au début, comme il a si bien dit, la panique et autres a fait. Et le confinement aussi a un peu stoppé les activités de sensibilisation et autres, mais la télé, la radio et autres ont toujours continué à jouer leur rôle et qu'ils n'ont vraiment pas failli tellement contre cette pandémie de coronavirus. Merci beaucoup, M. Abbas. Merci au professeur Moumini. Et très rapidement, chacun d'entre vous, en 30 secondes, c'est une question que plusieurs étudiants sont en train de poser dans le chat, mais je ne sais pas si vous aurez une réponse à cette question. Ils vous demandent en fait de prédire l'avenir. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le terrorisme et l'extrémisme de tout genre prendra un jour fin dans le Sahel? En 30 secondes chacun. Ah oui. Non, ça, moi, je suis historien médiéviste. Donc, par le passé, des phénomènes, on en a vu. Et je pense que c'est un phénomène qui est là et qui va, bon, un jour, bien sûr, qui va s'arrêter. Et donc, et qu'il n'y aura pas d'État islamique ni au lac Tchad, ni dans la zone des 3 frontières. Et donc, les choses vont redevenir normales. Et donc, là, bon, il faut aussi dire dans cette situation d'insécurité, il y a aussi des questions géopolitiques qui dépassent les États. Et donc, c'est des États vraiment faibles qui sont pris de court par ce phénomène. Et aussi une bonne partie des budgets vont dans les questions sécuritaires et il y a beaucoup des intérêts en jeu par rapport à cette situation-là. Mais je pense que ce phénomène, bon, je ne vais pas dire donner une date, mais avec mes connaissances historiques par le passé, et je pense que bon, ça va être une situation qui va durer encore quelques années, mais qui n'emportera pas les États et que les États vont continuer à exister, et des États modernes, laïques, contrairement à ce que veulent les djihadistes, que les États islamiques, etc. Merci. Place de leurs souhaits. Merci beaucoup. Un grand merci, professeur. Monsieur Abbas, très Pour rapidement, moi, nous sommes déjà au-delà du temps imparti. Pour moi, tous ces phénomènes sont liés en fait à l'ignorance, à l'analphabétisme. S'il y a une bonne éducation de qualité, s'il y a une très bonne éducation de qualité, ce phénomène va juguler un jour et qu'on va parler que du passé de ce phénomène. Merci. C'est sur cette note d'espoir, n'est-ce pas, que nous allons mettre un terme à cette séance de notre webinaire de ce soir. Un très grand merci, professeur Seyni Moumini, et à monsieur Abbas, n'est-ce pas, pour la qualité de vos communications et pour la pertinence des réponses que vous avez apportées aux questions des étudiants. Il y a plusieurs autres questions dans le chat, mais bon, le temps qui est imparti est terminé. Mais c'est le signe, n'est-ce pas, que vos communications ont suscité beaucoup d'intérêt. Et un très grand merci pour cela. Merci. Merci aussi. Merci à tous. Merci aussi à vous. À la prochaine. Vous avez du talent, Norbert. Merci pour la présidence de ces panels. Absolument. Un grand merci. Merci. Au revoir. Merci au présentateur. Merci beaucoup. Un grand merci.